Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. À la une de l'actualité ce samedi 28 janvier, l'arrestation ce matin de 42 personnes après l'attaque menée hier à la sortie d'une synagogue à Jérusalem-Est. Bilan 7 morts plus l'auteur des tirs, un Palestinien abattu par la police, une fusillade menée après un raid israélien sur Jenin qui a coûté la vie à 9 Palestiniens et puis une autre attaque toujours dans la vieille ville ce samedi matin a fait 2 blessés, vient-on d'apprendre. Aux États-Unis, la diffusion d'une vidéo choquante, celle de l'arrestation fatale de Tyre Nichols, cet Afro-Américain décédé 3 jours après son passage à tabac par 5 policiers à Memphis, une nouvelle affaire potentiellement explosive. Enfin, en Ukraine, des combats acharnés sont en cours dans l'est du pays. Les troupes russes tentent de s'emparer d'une nouvelle localité au sud-ouest de Donetsk. Vlougedar, c'est son nom, reste contesté, affirme Kiev. Une attaque abjecte pour l'ONU, effroyable pour Paris, un attentat contre le monde civilisé, déplore Washington. Les réactions internationales ont été immédiates après l'assassinat de 7 personnes hier à la sortie d'une synagogue à Jérusalem. Une fusillade menée dans un quartier annexé par Israël. 42 personnes sont depuis ce matin interrogées par la police. On fait le point avec Caroline Cos. C'est à l'issue d'une course-poursuite en voiture et une fusillade avec la police que l'assaillant a finalement été abattu. Il s'agit d'un Palestinien. Il vient de tirer depuis son véhicule sur un groupe de personnes à la sortie d'une synagogue à Neve Yaakov, un quartier de colonisation juive de Jérusalem-Est, en pleine prière du Shabbat. Selon des témoins, l'assaillant a continué à décharger son arme sur des gens qui s'approchaient pour aider les victimes. 7 personnes au total sont tombées sous ses balles. Nous venons de subir une attaque terrible, l'une des plus terribles de ces dernières années. Nos pensées vont aux familles des personnes assassinées et bien sûr aux blessés. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Je tiens à féliciter les policiers qui sont venus et ont agi rapidement. Nous sommes en train d'évaluer la situation avec toutes les forces de sécurité. Nous avons décidé de plusieurs actions immédiates. Je tiens à souligner que nous devons travailler avec détermination et sang-froid. J'appelle les gens à ne pas se faire justice eux-mêmes. Pour cela, nous avons une armée, une police et des forces de sécurité et ils travailleront selon les instructions du gouvernement. Ce samedi matin, la police annonce l'arrestation pour interrogation de 42 personnes. Certaines font partie de la famille du terroriste, précise-t-on. Cette attaque intervient après plusieurs jours d'une nouvelle escalade de violence entre Israéliens et Palestiniens. 48 heures après la frappe israélienne meurtrière sur Jenin, en Cisjordanie occupée, qui a fait 10 morts jeudi. Mais surtout le jour de la commémoration du génocide des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les territoires palestiniens, alors que les familles viennent d'enterrer leurs morts de la veille, des démonstrations de joie ont éclaté à l'annonce de la tuerie de Jérusalem. Et puis nous avons appris donc une nouvelle attaque armée menée encore une fois à Jérusalem-Est. 2 personnes ont été blessées par balle ce samedi matin à Silouane, un quartier palestinien en bordure de la vieille ville. La police israélienne à l'instant dit identifier l'assaillant comme un Palestinien de 13 ans. Et puis sachez que le chef de la diplomatie américaine se rendra justement lundi et mardi en Israël puis en Palestine pour discuter de mesures visant à tenter de faire baisser la tension sur place. Le choc également aux États-Unis alors que la vidéo de l'arrestation de Tyre Nichols a été diffusée par la police de Memphis. On y voit un homme passé à tabac par les 5 policiers. Il décédera de ses blessures 3 jours plus tard. Dans plusieurs villes du pays, les manifestations ont été spontanées. Le président Biden exhorte à des rassemblements pacifiques. Thibaut Gross. Mom! Un cri dans la nuit. Celui d'un homme à terre, Tyre Nichols. La scène, filmée par la caméra embarquée d'un policier, est insoutenable. Elle se déroule le 7 janvier dernier et montre que l'arrestation de ce jeune Afro-Américain lors d'un simple contrôle routier a bien tourné au passage à tabac. Hospitalisé, Tyre Nichols décède 3 jours plus tard. Tout ce que nous savons, c'est que la quantité de force qui a été appliquée dans cette situation était démesurée. La colère de ces manifestants et une certaine incompréhension, alors que les 5 policiers déjà inculpés depuis jeudi sont eux-mêmes afro-américains. Hier, c'est les larmes aux yeux que la mère de Tyre Nichols a pris la parole. Mon fils appelait mon nom, alors même que je n'étais qu'à quelques mètres.
Mais ce n'a pas suffi pour que je l'entende. Vous n'avez aucune idée de ce que je ressens en ce moment. Joe Biden s'est dit profondément meurtri par le contenu de la vidéo. Ce qui prend la tournure d'une nouvelle affaire George Floyd pourrait accélérer le vote d'une loi de réforme de la police par le Congrès américain. Au Pérou, le Parlement a dit non au souhait de la présidente par intérim d'avancer les élections générales d'avril 2024 à décembre 2023. Le texte a été retoqué avec 20 voix d'écart entre les pour et les contre. Par cette demande, Dina Boluarte espérait sortir le pays de la crise politique qu'il traverse depuis 7 semaines avec de violentes manifestations qui ont fait, rappelons-le, au moins 47 morts. En Ukraine, les forces russes tentent de s'emparer de Vuhledar, une localité située au sud-ouest de Donetsk où les combats se sont intensifiés ces derniers jours. Le porte-parole de l'armée ukrainienne confirme effectivement des combats féroces tout en assurant le succès d'une contre-offensive. Oumi Diallo. Alors que la plupart des lignes de front sont gelées, depuis 24 heures, Vuhledar s'embrase. Selon le gouverneur de la région de Donetsk, 7 bâtiments et 2 écoles du village voisin de Boya-Avlenka ont été bombardés. 2 personnes ont été tuées, une femme d'environ 80 ans et un homme de 60. C'est chaud ici. Je reviens du front, c'est mon premier jour de repos. Je dormais quand tout a commencé et je sens que je ne vais pas pouvoir dormir de la journée. Ici, Ukrainiens et Russes revendiquent la victoire. Avant la guerre, cette cité minière comptait 15 000 habitants. Face à la brutalité des combats, la plupart ont pris la fuite. Il y a une semaine, comparé à Bakhmout, c'était plus ou moins calme ici. Mais là, les Russes avancent. L'infanterie de marine, les parachutistes avancent toujours plus. Même si on leur inflige de grosses pertes, ils continuent d'envoyer des hommes. Pour Kiev, si Moscou intensifie les attaques dans l'Est, c'est dans le but de prendre Vuhledar au plus vite. Prendre Vuhledar est très important pour eux car c'est une position stratégique qui offre une vue d'ensemble du dessus de la zone. S'ils y parviennent, nous nous retrouverons dans une position difficile et nous devrons réorganiser toute notre ligne de défense. Dans ce contexte, l'aide militaire à l'Ukraine s'intensifie également. La Pologne annonce la livraison de 60 chars supplémentaires et la Belgique devrait fournir missiles, mitrailleuses et véhicules blindés. Le F-16 de fabrication américaine pourrait même devenir le seul appareil de ce type dans la flotte ukrainienne, alors que le président Volodymyr Zelensky continue de réclamer des avions de chasse et des missiles de longue portée que les Occidentaux refusent de fournir. En attendant, Kiev se prépare à une nouvelle offensive russe pour le 24 février prochain, un an jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Que ce soit en Malaisie, sur ces images que l'on voit ici à Kuala Lumpur, ou encore au Pakistan, la colère s'exprime après les profanations de Coran en Suède et aux Pays-Bas lors de manifestations anti-turques. Plusieurs pays occidentaux, dont la France, l'Allemagne et les États-Unis, appellent d'ailleurs leurs ressortissants en Turquie à faire preuve de vigilance face au risque d'attentats qui pourraient survenir en représailles donc à ces actes. Dans l'actualité du continent africain, l'impossibilité d'un statu quo pour la mission de maintien de la paix au Mali. C'est en tout cas l'avis de nombreux membres du Conseil de sécurité de l'ONU appelés à se prononcer sur cette question. Le secrétaire général souligne qu'une MINUSMA sous sa forme actuelle est intenable, sans une augmentation du nombre de casques bleus. Une décision va devoir être prise en juin prochain. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la rébellion du M23 poursuit sa progression dans le nord Kivu. Elle s'est emparée d'une nouvelle ville, Kichanga, située à une centaine de kilomètres seulement de la capitale provinciale Goma. La peur pousse depuis à l'exode. Voyez ce reportage d'Amani Alimassi avec un commentaire signé Jean-Luc Eguesier. Une vidéo amateur circule sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Elle montrerait l'entrée des troupes du M23 jeudi dans Kichanga, une petite ville à 150 km au nord-ouest de Goma. Une percée importante pour le groupe rebelle après une journée de bataille contre l'armée congolaise.
Moi, en tant que soldat du M23, je suis très content de pouvoir libérer Kishanga. Nos amis étaient comme des esclaves, mais Dieu nous a aidés. Nous marchons à nouveau dans Kishanga. Dieu va nous aider, les habitants vont revenir. Le M23 a rendu public un communiqué où il affirme être là pour sauver les communautés Tutsis d'un génocide. Cependant, beaucoup d'habitants ont fui, certains sont arrivés jusqu'à Goma et s'installent comme ils peuvent dans le quartier du Lac Vert. Le M23 combattait avec les bombes, les balles. C'est pourquoi nous avons fui ici à Goma. Et voilà ce qui explique notre arrivée. Loin de se retirer comme annoncé, le M23 poursuit son offensive et menace maintenant d'encercler Goma. Certains observateurs n'hésitent plus à réclamer des mesures drastiques. Il y a maintenant toutes les bonnes raisons pour que notre chef de l'État, que je salue pour le périple diplomatique, puisse déclarer la guerre. Il faut que les institutions constitutionnelles prennent les mesures qui s'imposent face à cette guerre qui nous est imposée par les Rwandais, se cachant derrière le M23. De son côté, l'armée congolaise a annoncé n'avoir effectué qu'un retrait tactique. La force régionale est-africaine qui s'est déployée récemment pour s'interposer dans ce conflit n'intervient pas pour le moment. Dans l'actualité sportive, cette fois, Djokovic-Tsitsipas, c'est l'affiche de la finale de l'Open de tennis d'Australie qui se jouera demain dimanche à Melbourne. Le Serbe vise un 10e titre, mais avec ou sans son père dans les tribunes. Une polémique est née depuis que Srdjan Djokovic s'y est fait remarquer pour son soutien pro-russe. Précision de Théa Bazdarevic. Le père de Novak Djokovic filmé avec des supporters en train de brandir un drapeau russe. Sur celui-ci, le visage de Vladimir Poutine. Des images polémiques en pleine Open d'Australie. 2 jours plus tard, le père du joueur serbe renonce à assister à la demi-finale de son fils. Je suis ici uniquement pour soutenir mon fils. Je n'avais pas l'intention de provoquer autant de gros titres et de perturbations. Un geste qui a fait réagir jusqu'au sommet de l'État australien. L'Australie se tient aux côtés du peuple ukrainien. Nous ne voulons voir aucun soutien apporté à l'invasion russe de l'Ukraine qui a un impact dévastateur sur le peuple ukrainien. Interdit d'Open d'Australie en 2022 en raison de la guerre, les joueurs de tennis russes et bélarusses ont été autorisés à revenir cette année sous un drapeau neutre blanc et avec le statut d'indépendant. Pour éviter tout incident, les organisateurs du tournoi ont même interdit les drapeaux russes et biélorusses. Régulièrement pourtant, ils ont été agités en tribune. Cela fait vraiment mal. Il y avait des règles spécifiques. Je ne comprends pas comment c'est possible. Drapeaux russes, mais aussi ukrainiens venus jouer les troubles fêtes, comme lors du match entre le russe Andrei Roublev et le finlandais Emil Ruusuvuori. Ils peuvent afficher le drapeau qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'ils ont commencé à m'insulter et à dire des choses désagréables. Au point parfois de prendre le pas sur l'aspect sportif. Et c'est bien ce qui agace certains joueurs. Qui s'épanche sur la question? C'est vous les journalistes. C'est un sujet que vous remettez sur la table encore et encore et encore. Vous voulez que je vous dise quoi? Et la polémique est loin d'être éteinte. L'ambassadeur d'Ukraine en Australie demande l'exclusion du père de Novak Djokovic du tournoi. La Fédération australienne de tennis indique de son côté que la police a chassé 4 personnes ayant exhibé des drapeaux et des symboles inappropriés. Et puis à noter la superbe qualification de l'équipe de France en finale pour le mondial de handball. Les tricolores ont battu la Suède chez elle 31-26, prenant ainsi leur revanche sur les champions d'Europe en titre qui les avaient battus lors de 2 dernières demi-finales du mondial 2021 et de l'Euro 2022. La France fera face au Danemark ce dimanche pour décrocher une 7e couronne mondiale 6 ans après la dernière. C'est ainsi que s'achève cette édition. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur TV5.